Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être toujours aussi nombreux pour ce dernier débat de ce 4e Paris Air Forum qui s'annonce passionnant puisqu'il va parler des nouvelles tendances des cabines d'avion long courrier, un sujet majeur pour les compagnies aériennes puisqu'il constitue le cœur de la prestation de services qu'elles offrent à leurs passagers lorsqu'elles leur vendent un billet d'avion, mais aussi parce qu'il est une composante majeure pour le chiffre d'affaires et la rentabilité des transporteurs. Combien de classes de service faut-il? Combien de sièges par rangée? Quel type de siège? Avec quelle connectivité, etc., etc. Tous ces facteurs contribuent en effet à l'économie des lignes. Si dans les années 90, les compagnies aériennes européennes et américaines en particulier pouvaient élaborer leurs prix sur des outils de puissance que sont le réseau, les hubs, les contrats firmes, les programmes de fidélisation, la qualité de service est ajoutée à cette liste dans les années 2000, avec notamment les compagnies du Golfe qui ont tiré le produit vers le haut. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. François Caudron, Senior Vice President Marketing d'Airbus, et Marc Knafo, Senior Vice President Development Cabine de Zodiac Aerospace, qui remplace au pied levé Olivier Zarwati. Monsieur Caudron, première question pour vous. On voit depuis une quinzaine d'années une surenchère des compagnies dans le niveau de confort proposé dans les cabines long courrier. La notion de confort l'a-t-elle emporté sur la nécessité économique de mettre le maximum de sièges dans l'avion où la tendance est de faire les deux? Interrogation. Okay, bonsoir à tous. J'aurais tendance à vous répondre comme vous aurez répondu mon grand-père, les deux mon général. En effet, je pense que il y a un intangible du business, comme vous l'avez bien décrit, qui est les revenus générés par les compagnies aériennes sont directement proportionnels au nombre de sièges que vous allez avoir dans la cabine. Donc la densité est importante, mais en effet, le confort prend de plus en plus d'importance et les différents types de confort. Je pense que sur les 15 dernières années, les passagers qui sont vous dans la salle, nous, tous ceux qui nous regardent, on a pris l'habitude d'avoir des offres assez pléthoriques, je dirais, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et on a pris l'habitude de comparer systématiquement. On a accès à énormément d'informations sur Internet. On peut aller comparer les produits, on peut aller comparer les offres. Et donc, quelque part, on trouve que c'est normal d'avoir un accès à une offre diversifiée également dans l'aviation. Donc, je pense qu'il y a des compagnies aériennes dont c'est le métier d'écouter le marché, d'écouter leurs clients, qui se sont adaptés. On a vu arriver de nouvelles types de compagnies, donc il y a les compagnies, on va dire, type legacy, classique, traditionnelles, mais on a vu arriver les loisirs, on voit arriver les low cost, on voit arriver des compagnies dans des marchés niches pure business. Donc, chacune de ces compagnies offre des produits tout à fait spécifiques qui répondent à des attentes, on va dire, diversifiées des passagers. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'une même compagnie, au sein de sa flotte, a diversifié ses produits en fonction des routes sur lesquelles elle les opère. Et donc, oui, il y a à la fois une problématique de densité et une problématique de confort. Et je ne vous cache pas qu'en tant que fabricant d'avions, pour nous, c'est notre défi au quotidien. Parce que l'objectif, c'est d'offrir une plateforme qui soit suffisamment, on va dire, adaptable et flexible, qu'elle réponde aux besoins d'une compagnie de type classique, une low cost, une légère, une société de location qui, elle, va placer son avion après avec différents types d'opérateurs. Voilà, ça, c'est notre défi au quotidien. Et la valeur notamment des avions pour la revente. Exactement. Plus vous avez une plateforme flexible, plus vous pouvez, on va dire, reconfigurer l'avion facilement et donc le rendre plus liquide en termes, on va dire, d'assets, plus sa valeur résiduelle sera forte. Monsieur Knafo, on vient de le voir, le prix au mètre carré d'un avion est tellement élevé que l'objectif des compagnies aériennes reste toujours celui de mettre le maximum de sièges pour un niveau de confort toujours plus grand. Y a-t-il des innovations qui permettent de gagner encore plus de sièges dans un avion? Alors, il y a eu beaucoup d'innovations déjà. Si vous avez pris l'avion il y a 20 ans et si vous avez eu la chance de prendre une première classe, et qu'aujourd'hui, si vous voyagez en business class, vous allez voir que finalement, les business class sont même meilleurs que les first class d'il y a 15 ans. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit François. La réalité, c'est que les compagnies aériennes n'ont pas un schéma ou un modèle. D'abord, il y a une segmentation des compagnies aériennes. Chacune peut avoir sa propre politique en termes de sièges, de cabines, etc. Et cette dynamique a fait en sorte qu'il y a effectivement eu beaucoup d'évolutions
dans les sièges business. On a parlé un petit peu du prix au mètre carré, mais si je devais faire une petite analogie amusante, si vous voulez acheter un appartement à Manhattan, vous allez payer 25 000 dollars ou 30 000 dollars le mètre carré. Le mètre carré sur un A350, arrête-moi si je dis une bêtise, c'est plus d'1 million de dollars. Donc, ça se tweet, ça. donc forcément, oui. L'avantage, c'est qu'il bouge. Il est très statique. donc quand le business ne fonctionne pas bien à un endroit, il peut bouger à un autre. Exact. Donc forcément, oui, le prix au mètre carré, comme on dit, est très important. Ce qui a amené à la fois les compagnies aériennes, les avionneurs et les fabricants de cabines à réfléchir ensemble sur des réaménagements ou des aménagements cabines qui soient optimisés. Alors, je vais juste faire, là encore, apporter une image. Il y a encore quelques années, on travaillait en 2 dimensions, c'est-à-dire que sur le plancher de l'avion, on essayait d'arranger les sièges pour avoir le plus possible de sièges installés dans la cabine. Et bien progressivement, on est monté dans la 3e dimension et puis on arrive à proposer maintenant des aménagements cabines avec des sièges qui peuvent passer l'un au-dessus de l'autre et donc augmenter le nombre de sièges au mètre carré. Mais une tendance lourde est d'apporter toujours plus et plus de confort aux passagers. Monsieur Caudron, on l'a vu dans les années 90, l'arrivée de cabines biclass. Bon, j'ai le souvenir de Continental avec sa fameuse Business First, il y en avait d'autres, qui se sont donc ajoutés au schéma triclass. Puis on a vu l'apparition de la 4e classe dans les années 2000 qui s'est généralisée avec la crise de 2008-2009. Airbus est en train de proposer une 5e classe maintenant sur l'A380 avec des sièges en 11 de front. Cette segmentation des cabines est-elle une tendance de fond? Et si oui, pourquoi? C'est une très bonne question et la réponse est oui. La segmentation est en effet, je pense, une évolution. Alors, ça s'explique, je dirais, pour 2 raisons. On va dire, 1, la diversification de l'offre dont je viens de parler. 2, l'évolution de l'économie globale. Vous avez dit, vous faites allusion, on va dire, aux années 90. Donc, si on repart des années 80, à l'époque c'était First Class Eco, ensuite 90, arrivée des business, vous avez raison. D'ailleurs, je me souviens très bien du coussin qu'Air France vous donnait pour poser vos pieds en guise de repose-pied quand Virgin vous offrait presque un flatbed. Donc, déjà à l'époque, il y avait des grosses différences de produits. Mais 91, crise du Golfe. Crise du Golfe, le pétrole passe de 20 $ le baril à 40. Alors oui, je sais bien, aujourd'hui, ça fait sourire. 40, aujourd'hui, tout le monde adorerait. Mais à l'époque, ça a eu un résultat, on va dire, dramatique pour les compagnies aériennes parce que bon nombre d'industries, je pense que dans la salle, certains d'entre vous s'y retrouveront, bon nombre d'industries ont décidé que leurs employés ne voyageraient plus en business. On commence à dire, bon, ok, le pétrole coûte cher, on doit faire des économies, donc on économise sur le déplacement. Donc, finalement, les compagnies aériennes ont vu beaucoup de passagers de la classe premium bouger vers l'arrière de l'avion. Bon, la classe premium, ça représente grosso modo 30% de leurs revenus sur un avion. Tout d'un coup, perte de revenus. Donc, ils n'ont eu de cesse que de chercher des solutions nouvelles pour essayer de réattirer le passager vers l'avant et pouvoir appliquer, on va dire, un revenu management intelligent et donc retirer un peu plus de profit, on va dire, de ces passagers. D'où l'introduction de la Premium Eco. On a énormément travaillé sur le programme 350 avec les clients à la définition d'un produit Premium Eco. Et je suis ravi de voir que finalement, 5 ans après, il y a plus de 30 compagnies qui l'ont introduit. Je reviens juste sur votre question, sur le dernier point. Vous avez mentionné 11 Brest sur le 380, 11 de front. Je tiens à préciser que 11 de front sur un 380 vous donne des sièges en classe économie de 18 pouces de large. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous volez dans un A380 en 10 de front, vous êtes à 19, alors que quand vous volez sur un 777 et sur un 787, vous êtes au mieux à 17 pouces. Donc, gardez en tête que si vous volez sur un 10 de front, vous avez 2 pouces, c'est-à-dire 10 cm de plus pour votre assise, et qu'avec un 11 de front qui peut paraître, oula, c'est dense, mais c'est super confortable. C'est 18 pouces par rapport au 777 qui inonde le monde. Sur ce 11 de front,
Et je rajouterai, si je peux me permettre, allez sur iFlyEtriety.com et choisissez votre vol à 380. Il y a quand même un éventuel problème sur le siège du milieu, puisque dans 11 de front, il y a 5 sièges au milieu, et la personne qui est donc au milieu doit enjamber 2 autres personnes pour aller accéder au couloir. On a vu dans les années 90, je crois que United avait lancé ça, ils ont tout de suite arrêté, et je crois que le seul type d'avion qui avait ce 11 de front, c'était des Lockheed TriStar, donc ça ne nous rajeunit pas. Si je peux apporter un point d'appui à mon ami François, le fait qu'il y ait une personne qui soit obligée de passer à travers 2 autres, ça existe déjà. Lorsque vous avez 3 sièges côté hublot, la personne qui est sur le hublot, elle est obligée de passer par 2 personnes. Donc ça ne change rien. Je crois que c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est est-ce qu'il y a assez de confort effectivement pour le passager. C'est ça le vrai débat. Et puis je voudrais juste rajouter un petit point sur les Premium Eco. C'est vrai que cette classe est apparue. Elle est apparue, comme l'a dit François, parce que des passagers business sont allés vers l'arrière. Donc ça a changé effectivement le centre de gravité, non seulement de l'avion, mais du revenu des airlines. Mais les airlines se sont rendus compte également que le gap entre les business class et les échos étaient devenus tellement énormes, avec justement l'évolution et l'amélioration des business class, que naturellement s'est créée cette classe intermédiaire qui est la Premium Eco. Et donc elle apporte la solution à ceux qui sont devant et qui ne peuvent pas se payer du business et qui vont pas forcément vouloir aller en éco, mais également à ceux qui peuvent se permettre de payer un peu plus cher et avoir un peu plus de confort. Donc ça répondait à toutes ces problématiques et effectivement la crise de 2008 a apporté un vrai coup de fouet à cette classe. Est-ce que cette réorganisation n'est pas tout simplement, je ne vais pas dire en retour en arrière, mais est-ce qu'aujourd'hui les classes affaires ne sont pas les premières classes de l'époque, les premiums, les classes affaires de l'époque? On voit, si vous prenez une premium avec une inclinaison à 127, de mémoire, c'était l'espace 127 d'Air France, c'était la business des années 90. Est-ce qu'en fait, on ne revient pas c'est tout simplement une réorganisation de ce qui se passait il y a 20 ans? D'un point de vue purement, on va dire, segmentation en nombre de cabines, oui. On se retrouve dans un schéma à 3, 4 cabines. Par contre, en termes de produits, je pense que Marc pourra vous en dire plus, mais nous-mêmes, tous ceux qui voyagent aujourd'hui l'ont certainement constaté, on a énormément progressé, les fournisseurs ont énormément progressé dans le confort des sièges business en particulier, qui est probablement, moi je me souviens d'avoir eu, on va dire, l'opportunité de voyager en première dans les années 90, début des années 90, un siège business aujourd'hui est plus confortable, il n'y a pas photo. Et je ne parle pas de tous les add-ons que vous avez, les systèmes IFE, la connectivité. Donc vous avez un environnement aujourd'hui qui est particulièrement confortable. Et l'atout majeur, c'est que dans les classes business, non seulement le confort a été amélioré de façon significative, mais l'efficacité. Et là, j'en reviens à la première question. C'est pour ça que c'est vraiment les deux sont importants, densité et confort. Et je pense que c'est là où les progrès majeurs ont été réalisés. C'est d'en finalement arriver à mettre beaucoup de sièges, mais tout en préservant un espace personnel extrêmement confortable et beaucoup plus confortable que ce qui pouvait être offert avant. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le confort aujourd'hui qu'on offre aux passagers, il est effectivement énormément plus important qu'il y a 15 ans ou 10 ans. Et pas uniquement en business d'ailleurs, parce que c'est peut-être moins visible pour le passager quand il vole en éco, mais on a énormément travaillé sur le confort, sur l'ergonomie même des sièges éco, et on a apporté des choses qui sont un peu moins visibles pour les passagers, mais très importants pour les avionneurs et pour les compagnies aériennes. On a allégé les produits, on les a rendus plus faciles à maintenir. Donc il y a eu beaucoup d'innovations et pas qu'en business class. Alors c'est vrai que la business class est beaucoup plus visible. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui la business class étant plus importante pour les compagnies aériennes que la first class la plupart du temps, vous verrez que leurs publicités, elles sont surtout sur les business class. Donc on va vanter les mérites de cette business class et effectivement c'est là qu'on a le plus de potentiel d'innovation. Et c'est un métier qui est extrêmement dynamique et c'est extraordinaire parce qu'effectivement, on peut apporter plein de choses. On a parlé des LED et du Li-Fi, mais
la lumière, je dirais l'individualisation de l'espace offert aux passagers, c'est très important. Vous parliez du 127 d'Air France. Bon, j'ai pas mal voyagé à cette époque-là. Très peu en first. Zodiac, je crois, non? C'était des sièges Zodiac. Et en fait, la réalité, c'est que le siège de first class était exactement le même que celui du business, sauf que le business était coincé à 127 degrés. Mais il aurait pu, en poussant un petit peu l'actionneur, aller jusqu'à la position lit. Donc c'était exactement le même siège. Aujourd'hui, des business class intègrent beaucoup plus d'autres, je dirais, caractéristiques telles que un cocon, comme le fait Air France aujourd'hui sur sa nouvelle business class. C'est un petit cocon, on a l'impression d'être à l'abri du reste de l'avion. Et la partie confort est importante, et pas que dans le siège. Et je pense que François pourra en parler également, mais le confort global de la cabine est primordial. On y viendra. Je voulais terminer sur la segmentation. Est-ce que cette segmentation, M. Caudron, peut être une réponse des legacy, aux compagnies low cost en courrier qui se développent? Certainement, oui. Je pense que ça devient une réalité. Les low cost, c'est une réalité dans le court courrier. Plus personne aujourd'hui ne questionne l'existence d'un Ryanair, d'un EasyJet. Bon, on a Transavia qui se développe chez Air France et d'autres. Wizz Air, j'écoutais le panel juste en dessous. Wizz Air, Norwegian, bon, il y en a plein qui viennent dans ce domaine du court courrier. Et ce qui est nouveau, c'est leur arrivée dans le domaine des longs courriers. Voilà. Et ils sont aujourd'hui très peu à y venir, mais je vous garantis qu'ils seront beaucoup demain. Willie Walsh lui-même il prédit globalement que 60% des vols long courriers seront effectués par des low cost dans les 10 prochaines années. Mon chef, John Leahy, est un peu plus prudent, il prédit 50%. Bon, ça laisse entendre qu'il y a une grosse croissance devant nous. Je pense que c'est, bon, entre autres, dû d'abord aux performances améliorées des avions. Il n'y a pas de miracle. On a des machines qui sont beaucoup plus économiques et qui donc de ce fait volent plus loin. Donc un client peut prendre aujourd'hui un aérobody type 321, emporter, si vous voulez, jusqu'à 240 passagers sur un rayon d'action de 4000 nautiques, ce que ne faisaient absolument pas les petits modules, ne pouvaient pas faire ça avant. Donc tout d'un coup, des compagnies peuvent acheter des avions qui ne coûtent pas cher à opérer et ils peuvent opérer sur l'Atlantique Nord, ils peuvent trouver des routes qui leur permettent de rejoindre les continents. Donc, quelque part, ils mettent de la pression sur les traditionnels, sur les legacy, et qui, eux, n'ont pas d'autre, finalement, solution que également de se réinventer et donc d'introduire une segmentation de cabine. Parce qu'à partir du moment où il y a une population de passagers qui dit « moi, ce qui m'importe, c'est le prix, et je ne regarderai que le prix », à ce moment-là, autant leur offrir une partie de la cabine à l'arrière de l'avion. Donc typiquement, vous prenez un 350, vous les mettez en 10 de front. La partie... c'est ce que fait Air Caraïbes. Air Caraïbes aujourd'hui, ils volent 10 de front. Ensuite, ils ont une classe, donc on va appeler ça la classe économie. Ensuite, ils ont une classe confort économie qui est à 9 de front, avec des sièges plus larges, avec un peu plus d'espace. Pour les gens qui souhaitent, on va dire, un peu plus de confort et qui sont prêts à payer, tout est la question est dans la diversification de l'offre et du produit. Donc oui, la segmentation est une façon de répondre et est une façon pour les traditionnels, on va dire, de se mettre, enfin de faire la compétition avec les low cost. Maintenant, je rappelle aussi que les low cost se créent leur propre marché, donc ce n'est pas non plus une compétition permanente et frontale avec les traditionnels. Monsieur Knafo, justement, sur cette problématique des low cost, quelles peuvent être les conséquences sur les cabines d'avion long courrier de l'essor des low cost sur ce segment de marché? Écoutez, nous on voit ça plutôt d'un bon oeil parce que très clairement, d'abord, on parlait de segmentation, mais ce sont les mêmes avions, que ce soit les compagnies traditionnelles ou les low cost, ce seront les mêmes avions. Donc la seule différence, ça va être la cabine. Donc effectivement, là, nous, on a notre mot à dire. Et ça, c'est fondamental. Et bien sûr. La cabine avion. Et bien sûr, de toute façon, c'est le métier des compagnies aériennes, c'est de transporter des passagers. Donc, d'avoir une belle cabine, des beaux sièges, etc. Donc pour nous, enfin pour Zodiac, mais pour tous les acteurs du monde de la cabine, mais également pour les avionneurs, on voit ça plutôt d'une bonne chose, d'un bon oeil, parce que ça va offrir des possibilités nouvelles, parce que
il y aura des avions long courrier, low cost, nouvelle génération, avec des nouvelles visions de la part des compagnies aériennes, mais il y aura également beaucoup de reconfiguration. C'est-à-dire que des avions traditionnels qui seront revendus ou qui sont leasés, c'est-à-dire proposés par des leasers, seront reconfigurés en version, je dirais, low cost. Et là, pour nous, il y a un potentiel énorme parce que la cabine low cost va être vraiment différente et pas uniquement sur j'allais dire le low pass, c'est un terme anglais qui signifie en fait l'aménagement au sol de la cabine, mais il y aura également des impacts donc sur les sièges, sur le nombre des galets, des cuisines. Vous n'avez pas forcément besoin du même nombre de cuisines dans un low cost que dans un traditionnel, parce que dans les low cost, ce sera payant et tout le monde ne voudra pas payer. Hein, c'est aussi une des conséquences. Il y aura probablement des conséquences également sur les coffres à bagages. Dans le low cost court courrier, on vous dit non, si vous voulez vraiment mettre votre bagage en soute, vous allez payer même plus cher qu'en traditionnel. Donc vous prenez votre bagage en cabine. Donc il y aura peut-être les mêmes conséquences sur le low cost. Donc ça va obliger à la fois les avionneurs, mais également les concepteurs de cabines, d'envisager de nouvelles conditions de voyage, avec peut-être des coffres à bagages plus grands, plus de flexibilité sur ce qu'on apportera aux passagers, parce que s'il en veut, il faudra qu'il paye, s'il n'en veut pas, il ne faudra pas lui donner. Donc il y aura une vraie opportunité, je pense, pour les fabricants d'aménagement de cabine et de sièges. Monsieur Caudron, on l'a évoqué tout à l'heure avec les flatbeds en business, on voit que la première classe est en train de diminuer fortement. Quel avenir voyez-vous à la première classe? Est-ce qu'elle est condamnée? Est-ce qu'elle est condamnée? C'est fort ça comme terme. Je dirais, je laisserai les compagnies aériennes répondre à cette question. Moi, ce que je constate, c'est que oui, il y a une diminution en relatif. Donc, on va dire en termes de volume de sièges offerts, la première classe a perdu du terrain de plus de 50%. Okay. Néanmoins, en absolu, c'est relativement stable. Donc, la business croît, la premium éco croît. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, il y a des marchés dans lesquels ça fonctionne bien, et il y en a même où ils poussent, on va dire, et se réinventent la première. Regardez le Moyen-Orient. Si vous prenez aujourd'hui Emirates, j'espère que vous avez vu la publicité avec Jennifer Aniston qui sort de sa douche dans le 380. Bon, c'est quand même assez iconique et assez magique. De la même façon, Nicole Kidman ou Danny Minogue qui vous font visiter la résidence dans le 380 d'Etihad, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, donc quand vous achetez, c'est-à-dire que là, vous avez des compagnies qui ont réinventé la première, qui en ont fait une super first et qui en font une marque. Et quelque part, tout passager qui va acheter un billet sur le 380 Etihad ou Emirates, il achète une part de rêve. Et il se dit, peut-être que je vais rencontrer Jennifer Aniston, peut-être que je vais voir Danny Minogue. Bon. Et donc, là, vous avez des gens qui ont réinventé la première et qui en font une marque et qui en font une icône. Ensuite, il y a des premières de type traditionnel et on les retrouve surtout géographiquement entre le marché, on va dire, Asie-Chine vers les US. Le reste du monde, c'est vrai que ça a tendance à disparaître. Juste sur les exemples que vous avez pris, est-ce qu'il y a vraiment des passagers ou est-ce que c'est un outil marketing tout simplement pour faire du buzz et ça marche d'ailleurs? Écoutez, vous auriez dû poser la question à M. Eric Schmidt, qui vous dira ouvertement qu'il préfère voler en A380 plutôt que dans son corporate jet. Donc je vous dis oui, il y a des passagers qui payent ce genre de prestations. Après, je vous laisserai chercher quel type de corporate jet il a. Ça commence par un B. Donc, oui, il y a des passagers qui payent. La première représente toujours, si je dis 30%, si vous voulez, du revenu sur un avion vient des premium, des sièges premium. Il y a à peu près 5% pour ceux qui ont une première, 5% provient de la première. Monsieur Gnafos, sur la first, est-ce que cette diminution de la première classe est une tendance lourde? Alors, on voit quand même, tendance lourde, là encore, pour parapher
pour paraphraser mon ami François, il faudrait poser la question aux compagnies aériennes, mais j'ai un exemple très récent, et on parlait d'image de marque. C'est vrai que les compagnies du Golfe ont misé énormément d'argent pour cette image de marque en ayant des first class qui sont des cabines fermées, avec des écrans énormes, presque plus grands que ce que vous avez chez vous à la maison. Mais effectivement, il y a une tendance à la diminution. Même Emirates a pratiquement sur les 380, ils ont divisé par 2 le nombre de first class. Par contre, la qualité de ces first class est montée, mais énormément en gamme. On parle effectivement de super first class. À mon avis, il y aura quand même une tendance lourde à la baisse des first class si on continue à améliorer nos business class. Et Zodiac, en particulier, continue à travailler vers des business class qui se rapprochent de plus en plus des first class. Donc on a cette tendance à aller vers l'avant. Maintenant, il y a aussi des compagnies aériennes pour lesquelles c'est un status d'avoir des first class. Vous avez culturellement un président japonais de société, il voyagera qu'en first class. Donc les compagnies aériennes japonaises, elles ont des first class. Vous avez des routes sur Los Angeles où vous avez des personnalités qui veulent voyager en first class. Donc ça restera, il y aura toujours des first class. Pour moi, je pense qu'elles monteront un petit peu en gamme, mais diminueront peut-être en quantité. Monsieur Gnafo, vous avez évoqué les innovations donc, sur lesquelles vous travaillez en business. Quelles sont justement les tendances à venir en classe affaires? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si, il y a des limites, et je vais les citer quand même. Bon, très clairement, la tendance lourde, c'est d'aller à un petit peu plus d'individualisation. C'est-à-dire que les business class doivent vous permettre justement de ne pas avoir quelqu'un qui vous passe devant sans arrêt. Donc, une tendance lourde, c'est d'avoir des business class qui ont chaque passager a l'accès direct au couloir. Donc on ne passe plus par-dessus. Et ça a un double avantage, c'est que ça permet aussi aux hôtesses d'éviter de se pencher par-dessus un passager pour le servir. Ce qui est le cas souvent dans les 777 et c'est très désagréable. Donc ça, c'est une première tendance, plus de confort individuel. Ce confort individuel, il va s'agrémenter peut-être à terme aussi d'un conditionnement d'air individuel, chauffage individuel. Donc ça, c'est une tendance. La partie connectivité, alors ça, c'est fondamental. Connectivité. Il y a un autre aspect qu'on voit ou qu'on prépare et que nous préparons, c'est de rendre les sièges un peu plus intelligents. Alors ça, c'est peut-être pas forcément toujours visible de la part du passager, mais avoir des sièges qui sont capables de s'auto-maintenir ou de préparer et de donner des informations pour la maintenance préventive, éviter que le siège soit bloqué, et qu'automatiquement tout ça s'adapte sans qu'il y ait d'intervention humaine. Donc c'est ça l'avenir, c'est-à-dire que des sièges un peu plus intelligents. On va résumer ça par ça, des sièges plus intelligents. Monsieur Caudron, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le siège dans la cabine ne fait pas tout. Le design, son environnement compte également. On a parlé de chauffage individuel pour demain, il y a des jeux de lumière aujourd'hui. Quelles sont les tendances que l'on pourrait voir demain et qui pourraient améliorer l'expérience passager? Alors, il y a deux mots que je retiens dans votre question. Un, le siège ne fait pas tout. Enfin, déjà, ça fait 4 mots. Mais... Il fait beaucoup quand même. Hein. Et le deuxième, c'est expérience. Et on va revenir là-dessus. Parce que, en effet, le siège ne fait pas tout, même s'il fait beaucoup, et sa largeur encore plus. Je pense que nous, en tout cas chez Airbus, on prête énormément d'attention au confort cabine. Le confort cabine, que vous voyagez en première, en business, en premium éco ou en éco, vous y avez tous droit. Et ça se caractérise par, en ce qui me concerne, et c'est ce que je demande au programme et à l'engineering de réaliser, et ils le font très bien, c'est d'avoir une cabine silencieuse, c'est d'avoir un air conditionné qui soit très progressif, qui vous évite les problèmes d'oreille, qui soit avec des températures bien régulées. Combien de fois vous prenez l'avion, et je ne mentionnerai pas le type, où 4 rangées devant vous, c'est glacial, 4 rangées, là où vous êtes, c'est super chaud, et 4 rangées derrière, c'est à nouveau glacial.
Donc il y a un vrai problème de confort, qui est une altitude cabine qui soit plus basse de façon à éviter la déshydratation. Et quand vous combinez ça avec des jeux de lumière donc, que vous avez mentionnés, en effet, vous avez des effets positifs sur la réduction du jet lag. Alors tout ça a un nom aujourd'hui, c'est pour ça que chez Airbus, on a pensé que c'était fondamental de mettre un nom sur notre confort cabine et on appelle ça la cabine Airspace. Donc Airspace par Airbus, Airspace by Airbus, c'est ça qui caractérise le confort des avions Airbus. Et c'est une cabine donc, que l'on décline, on a, je dirais, capitalisé sur le succès du 350, on la décline sur le 330 Neo, et si vous venez nous voir la semaine prochaine au Bourget, vous verrez. Stay tuned. Monsieur Gnafo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la connectivité. On voit que la connectivité est devenue une grosse tendance du voyage aérien. Que peut-on imaginer comme nouveau service avec le développement du Wi-Fi, par exemple, sur le long courrier, puisque c'est le thème du débat? Écoutez, très clairement, tout ce que vous pouvez faire au sol, à terme, on le fera en l'air. Donc c'est le Wi-Fi. Comme à la maison. Exactement. Et bon, là c'est vraiment une réflexion personnelle. Ce que je vois, c'est qu'à terme, le Wi-Fi sur le long range, il faudra qu'il soit gratuit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôtel, c'est gratuit. Quand vous allez au restaurant, c'est gratuit. Donc là, il y a une vraie problématique et ça va forcément amener les compagnies aériennes à se dire comment on va rentabiliser tout ça. Donc oui, il y aura de nouveaux services, pas forcément des services très agréables, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la publicité, qu'il y ait je dirais, des revenus un peu connexes qui soient établis à cause du Wi-Fi. Alors grâce au Wi-Fi, vous serez connecté, vous pourrez avoir votre femme sur votre portable, vous pourrez discuter avec qui vous voulez dans le monde, être informé en temps réel. Il y a un match de foot de la Coupe du Monde, vous êtes en l'air, vous êtes content parce que vous pouvez le voir en direct, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément toujours facile. Donc oui, il y aura forcément des nouveaux services par la connectivité. Mais au-delà de la connectivité, moi je citerai presque le big data et la manière dont on peut utiliser la connectivité, mais également les bases de données accumulées par les compagnies aériennes pour leur permettre d'offrir à leurs passagers un peu plus de personnalisation des services. Pourquoi pas leur permettre de réduire leurs propres coûts, parce que si elles savent exactement ce que les passagers vont manger, elles ne sont pas obligées de prendre un peu plus de plats pour ne pas risquer d'embêter leurs passagers en ne leur donnant pas leur plat. Et puis, donc ça peut amener des économies et puis moins de frustration auprès des passagers. Monsieur Caudron, sur la connectivité. Je pense en effet, comme Marc l'a décrit, être comme à la maison, c'est ce qu'attendent en tout cas toute la génération milléniale. Les dinosaures de la génération X comme nous, on était bien contents de partir en vol et puis d'être tranquille pendant 12 heures. Demain, je pense que c'est à peu près fini. Je vous confirme que quand on a volé pour la première fois sur le 350 d'essai et qu'on a branché le SATCOM KU-band, donc large bande passante, j'ai ouvert les yeux et ça va changer la face du monde. On était habitué à des SATCOM qui ressemblaient plus à des modems 56K comme on a connu à la maison, qui faisaient bip, 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 vous vous souvenez. Tout d'un coup, vous êtes dans un avion, vous regardez une vidéo, vous avez votre tablette, vous avez votre portable, les emails rentrent, vous streamez un match de rugby sur la tablette, tout ça se fait sans aucun effort. Donc, oui, je parlais de foot, mais le rugby aussi c'est important. Le rugby, ça marche très bien à Toulouse, c'est important, même si on n'est pas très bon en ce moment. Donc, oui, comme à la maison. Je pense que le passager, c'est ce qu'il attend. Il veut une expérience sans transition. Le sol, l'air, le sol, tout ça, c'est pareil. Même environnement. Ensuite, ça vous ouvre les portes, bien entendu. Vous avez des gens vous avez 300 personnes dans un avion pendant 12 heures. Je pense que ça va donner plein d'idées à toutes sortes de marques qui voudront faire, offrir du shopping. Je pense qu'il y a des gens comme Google qui connaissent déjà tout à votre propos, qui savent exactement ce que vous aimez regarder comme photo, comme vidéo, que vous appréciez comme site web.
ils seront très forts pour vous le reproposer en vol et vous provoquer des actes d'achat. Donc après, il y a aussi, je pense, une expérience, et le terme expérience que vous avez utilisé est important, parce que la nouvelle génération, donc millénials, tels qu'on les appelle, je pense que c'est vraiment une génération qui recherche de l'expérience. Et les avions d'aujourd'hui, type 350, et de demain, on va dire 330 Neo, vous offriront exactement ce type de possibilités. Vous arrivez à bord, vous êtes capable... Encore une fois, ça dépend évidemment de l'accès à vos paramètres privés que vous donnez. Mais plus vous allez donner accès à vos paramètres à la compagnie aérienne, plus vous allez avoir un service sur mesure. Plus elle vous connaîtra bien, plus elle saura apprécier et vous préparer votre vol. Et au point où vous pouvez tout à fait imaginer avoir des apps sur lesquelles vous vous connectez quand vous rentrez dans l'avion et automatiquement, Google qui vous connaît bien vous dira 3 rangs devant, 4 rangs derrière, il y a une personne qui partage une passion commune avec vous. Ça, c'est évident. Demain, ça arrive. Et donc, vous propose de rentrer en contact avec cette personne et pourquoi pas de commencer à organiser une excursion pour quand vous arrivez à destination. Parce qu'une caractéristique de la génération milléniale, ils sont nettement moins perfectionnistes que nous. Donc, ils se préparent moins, donc ils aiment bien aussi organiser des choses durant le vol. Voilà. Donc, éventuellement, je raconterai aussi peut-être que, pour moi, c'est une évidence. De la même façon qu'on a vu arriver les laptops on-board, demain, à très court terme, vous verrez les lunettes de réalité virtuelle et les casques type HoloLens réalité augmentée. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc ça aussi, c'est grâce... Vous pouvez les avoir en stand-alone, je dirais en indépendant, mais grâce au Wi-Fi, vous aurez la possibilité de streamer des vidéos que l'airline aura mis sur un serveur à bord de l'avion. Et faire l'excursion en avance de phase. Faire l'excursion et vous mettre exactement dans l'environnement que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous êtes dans... Et c'est assez bluffant. Vous êtes soit chez vous, dans votre salon, et puis vous regardez vos vidéos, ou vous vous projetez sur votre plage future, ou vous êtes à votre bureau, ou vous vous mettez dans un bateau, si vous aimez le bateau, dans la montagne, où vous voulez. C'est assez bluffant, et je pense que ça, c'est clairement demain. Et ça, vous le voyez pour quand à peu près? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de venir avec un Samsung Gear, un Oculus Rift, et de monter à bord d'un avion, de le brancher. Et aujourd'hui, on a déjà, là, dans une salle en dessous, il y avait aussi une start-up qui pitchait, qui explique que ça vole déjà sur XL Airways. Ils sont en contrat avec Air France. Donc voilà, ça existe déjà. Et là, c'est carrément la compagnie qui l'offre. Monsieur Knafo, Zodiac a déposé un brevet pour l'aménagement des soutes. Air France a dit réfléchir à cette solution, à ce service, introduire si jamais il lançait Boost. Est-ce que les questions de certification ne sont-ils pas un obstacle à cet aménagement? Alors tout à l'heure, on a parlé du prix au mètre carré. Alors c'est vrai que quand vous avez fini d'aménager votre rez-de-chaussée et que vous n'avez pas de premier étage mais que vous avez une cave, vous essayez d'aménager la cave. D'ailleurs dans Paris, moi j'ai des amis qui ont vu la difficulté de se loger, ils ont récupéré une surface en sous-sol. Bon, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, mais ils ont récupéré quand même cette surface. Donc naturellement, cette course à l'utilisation du volume, et je parle de volume parce que tout à l'heure on parlait du 2D et du 3D, mais donc là c'est un volume, l'utilisation de ce volume est naturellement venue à notre idée, à notre esprit, et donc effectivement on a proposé cette solution. On a même été primé d'ailleurs sur une configuration avec l'utilisation en mettant des sièges donc dans la soute. Bon. Je parlais aussi tout à l'heure des améliorations dans les business class et dans les sièges et des limites. Oui, les limites, c'est les réglementations. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut dans un avion, on ne peut pas utiliser les matériaux qu'on veut, on ne peut pas non plus mettre les gens et les entasser n'importe comment parce qu'il y a des règles d'évacuation, des règles de sécurité. Parce que bon, à la base, l'objectif de la compagnie aérienne, c'est de prendre une personne à un endroit A et de l'amener à un endroit B entier. Donc il y a quand même des règles. Et donc je pense que, hélas, ça risque de prendre du temps pour voir aboutir une solution telle que celle qu'on a brevetée. Mais bon, c'est aussi un objectif pour Zodiac de montrer qu'on sait apporter notre
notre savoir-faire dans l'intégration globale d'une cabine je dirais, de l'aménagement pour les passagers en utilisant justement les espaces morts. C'est ce qu'on fait sur le LOPA, donc sur l'aménagement cabine, en intégrant des monuments et des sièges pour gagner de la place. Et alors l'idée d'avoir des passagers en soute, hein, vous inquiétez pas, on ne va pas vous mettre en soute comme les bagages, mais c'est de peut-être à terme avoir des espaces dédiés pour faire de la gym, pour se reposer, peut-être même juste des lits. Et puis, donc les personnes qui veulent utiliser ces lits utilisent ces lits pour se reposer, puis repartent à leur siège quand ils le veulent. Donc il y a pléthore d'utilisations possibles, mais aujourd'hui, effectivement, on est loin d'une réalisation qui puisse voler demain matin. Très bien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y en a, est-ce que vous pouvez vous présenter? À gauche, ici. Oui, bonsoir messieurs, merci pour vos interventions. Je ne sais plus lequel des deux, pardon, je me présente Valérie Bonnefoy, je ne sais plus lequel des deux a parlé de nos limites en termes de confort et de qualité de confort en business. Et ma question est qu'il y a quand même une limite. La limite, c'est la première. En fait, à un moment donné, on ne va plus faire de différence entre une classe business, premium, et la première. Bon, c'est tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, effectivement, les business class montent de plus en plus vers ce que vous connaissez de la first, mais ça pousse aussi la first à être encore un peu plus innovante et un peu plus, je dirais, proche du luxe ultime. Donc, bon, la limite, la vraie limite, enfin, il y a deux limites. La première limite, c'est les réglementations. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et la deuxième limite, c'est le coût. Le coût et la masse. On ne peut pas faire non plus une business class qui va peser 300 kg par siège, parce que ça a un coût pour la compagnie aérienne. Et puis même, il y a parfois même des impossibilités techniques, parce que la plateforme elle-même, l'avion ne peut pas supporter d'avoir que des sièges à 300 kg. C'est impossible. Donc oui, il y a des limites. Il y a des limites. Ouais, je rajouterais juste. Oui, je rajouterais qu'en termes de différenciation, c'est le service que vous offre la compagnie aérienne qui va la faire, cette différence. Service qui démarre au sol, qui se poursuit à bord et qui se termine jusqu'à votre hôtel. Donc c'est là où la compagnie aérienne va vous offrir un service, on va dire, porte à porte, qui, entre une classe première et une classe business, est quand même assez différent. Monsieur. Du groupe OSI. Une question, on travaille nous sur les cabines, sur les aménagements, mais au-delà, on a beaucoup parlé de l'intérieur, parce que pour le confort du passager, c'est l'accès, c'est l'expérience client. Moi, je voudrais vous poser la question, c'est l'innovation en termes d'accès à la cabine. On a tous attendu avant de monter dans la cabine. Il y a plusieurs portes, souvent on se dit, il y a plusieurs portes sur un avion. On a même entendu parler on embarquerait au sol, c'est la cabine qui serait transportée sur l'avion, pourquoi pas. Et je voudrais savoir un peu, que ce soit chez Airbus ou chez Zodiac, est-ce qu'il y a de l'innovation dans le futur prévu autour de ça? Parce qu'on a parlé du confort cabine, mais moi j'aimerais bien rentrer plus facilement dans l'avion. Alors, oui, on aime bien étudier des solutions disruptives, donc c'est comme ça qu'on apprend des choses et qu'ensuite on peut identifier des petits éléments, des petits leviers qu'on peut réintégrer dans la réalité. Est-ce que demain, on vous fera rentrer dans un container et le container, on le charge dans l'avion? J'en suis pas convaincu, en tout cas pas à moyen terme. Par contre, ce qu'a expliqué Marc, pour nous, on y travaille fortement également. On a un projet, on va dire, dédié à ça, à la Silicon Valley, qui s'appelle Transpose. Vous avez certainement lu des choses à son propos, où on teste la containerisation, en effet, de l'avion. Donc, on considère l'avion comme un fretteur,
c'est-à-dire que c'est un avion aveugle, sans fenêtre, on a une grosse porte et on charge des containers. Dans le container, vous avez ou des sièges, ou une salle de cinéma, ou une salle de gym, ou un Starbucks café, donc tout de suite ça vous donne des idées. Sponsoring, boum. On peut commencer aussi à développer des business cases autour de tout ça. Donc voilà, on cherche également des solutions là-dedans. Est-ce que demain, l'avenir, ce seront que des freighteurs et puis vous aurez tous un masque de réalité virtuelle qui vous emmènera sur votre plage favorite? Pourquoi pas? Pour nous, avionneurs, en tout cas, ça fera des avions plus faciles à construire, sans fenêtre. Ça reste à vérifier. Regardez dans un vol long courrier, quand vous faites de l'Asie vers l'Europe, tous les vols de nuit, qu'est-ce que vous faites? Première chose, après le décollage, vous fermez vos fenêtres. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Et moi, demain, je vous mets des écrans OLED dans la cabine qui vont vous donner une visualisation de l'extérieur qui sera 10 fois meilleure que ce que vous voyez par la fenêtre. Et en plus, ça sera interactif, vous pourrez aller pointer du doigt et savoir, tiens, c'est que là, on vole au-dessus de quoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc, il y a des solutions, je pense, aujourd'hui, la technologie apporte des solutions qui vont vraiment nous permettre de réenvisager l'environnement cabine. Alors, je reviens sur l'embarquement. Il faut différencier l'embarquement court courrier du long courrier, parce que finalement, attendre un petit peu sur un long courrier quand vous allez être de toute façon 13 heures dans l'avion, bon, c'est pas trop méchant. Par contre, sur un court courrier où la compagnie se doit de faire tourner l'avion rapidement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pourquoi on investit beaucoup, et je reviens sur un point que Marc a soulevé, développer des plus gros coffres à bagages, parce que le point bloquant, la raison pour laquelle ce n'est pas les portes, c'est les gens qui cherchent de l'espace pour mettre leurs bagages. C'est ce que j'allais dire. Et c'est une galère pour tout le monde. Et ça existe déjà, on y travaille. On y travaille. Nous aussi. Mais je vous retourne la question, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour embarquer plus vite? Parce qu'il y aurait une autre solution qui est toute simple, c'est d'accroître la largeur des ailes, des couloirs. Je ne suis pas sûr que les passagers soient prêts à payer plus pour rentrer plus vite. De toute façon, l'heure de décollage de l'avion est déjà prévue. Enfin, bon. Donc non, là aujourd'hui les solutions les plus faciles, c'est effectivement d'augmenter les volumes des coffres à bagages pour permettre un chargement plus rapide. Parce que sincèrement, le temps de chargement de l'avion, quand vous avez de toute façon fait la queue à la sécurité de l'aéroport, ensuite vous avez refait la queue pour passer l'immigration, vous n'êtes plus à 10 minutes près. Je suis d'accord avec vous. Bon. Personnellement, ça me gêne beaucoup plus de faire tout ce, si vous voulez, la sécurité systématique. Quand vous remettez en arrière, avant le 11 septembre, c'était tellement plus fluide. Donc ça n'aide pas le transport aérien, toutes ces mesures de sécurité. Bon. Par contre, le stress de se dire, je monte dans l'avion, est-ce que je vais avoir une place pour mon bagage? Et donc, je me bagarre dans la file pour être le premier, etc. C'est ça qui est odieux. Donc nous, c'est pour ça qu'on travaille l'un et l'autre, apparemment, sur des solutions pour vous offrir plus d'espace. Moi, j'aimerais que vous soyez relax. Quand vous faites votre boarding, vous dites, de toute façon, je peux rentrer quand je veux, je sais que j'ai de la place pour mettre mon bagage dans l'avion. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a une question? Ça sera la dernière, parce que M. Caudron a des impératifs pour prendre l'avion. Bonjour, Paul Cambaretto, enseignant-chercheur. Est-ce que vous observez des différences dans l'aménagement intérieur de vos cabines long courrier selon la nationalité de vos compagnies aériennes? Je sais qu'il y a des différences, mais est-ce que, suivant le comportement du passager aérien, quel type? Déjà, à titre d'exemple, si vous voyagez sur une compagnie aérienne japonaise, vous rentrez dans la cabine, même si elle a 7 ans d'âge, vous avez l'impression qu'elle est neuve. Pour deux raisons. D'abord parce que la compagnie aérienne va faire de la maintenance, je ne dirais pas à l'excès, mais exceptionnelle, et les passagers n'abîment pas. Vous voyagez sur une compagnie africaine, même si l'avion n'a que 10 heures de vol, on a l'impression de voler dans un avion de 20 ans. Donc oui, il y a des différences culturelles. Après, il y a également, comme je vous l'ai dit, la politique de la compagnie aérienne en termes de maintenance de la cabine, qui peut être différente d'une compagnie à l'autre. Et sans parler des différences esthétiques qui sont généralement très liées à la culture du pays, donc de la compagnie aérienne.
Donc entre une compagnie asiatique et une compagnie américaine, ça ne se ressemble pas du tout. Il y a le réseau également. On voit les compagnies américaines qui sont, donc, à part United, qui avait une First qui l'a arrêté, je crois. Voilà. Parce que les vols sont tellement courts qu'on n'a pas besoin de dormir aussi longtemps. Exact. Bon, je crois que ce Merci à tous. débat est terminé. Vous pouvez les applaudir, c'était très très intéressant.